Cri de désespoir entendu devant le palais de justice à Nîmes. Depuis plus de 4 ans, Karine Trapp, maman de 2 enfants, se bat afin de récupérer ses 2 enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour une raison bien particulière. Karine, c'est une maman qui est prise dans les mains de la justice, qui est prise dans un imbroglio, mais alors pas possible. Écoutez, et s'il vous plaît, partagez ce live. Il y va de la vie de Karine, parce qu'elle fait la grève de la faim. Aujourd'hui, elle a entamé une grève de la soif. On en est où actuellement ? Alors, 3-4 mois, premier diagnostic, c'est de façon incontestable l'emprise qui a été subie par ma cliente durant toute la vie commune avec son compagnon, dont est issu l'enfant, pour lequel elle se bat depuis plusieurs années. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est la perte de force et de crédibilité que cette jeune femme a pu avoir pour se faire entendre devant les juges, ses juges. Troisième constat, c'est que fort de cette situation, celui qui est l'auteur de l'emprise n'a eu de cesse de multiplier certains nombres d'infractions, dont notamment celui de non-représentation d'enfants et, plus grave encore, la tentative qui, dans un premier temps, était une tentative, aujourd'hui elle est consommée, d'escroquerie au jugement. En quoi ? Escroquerie au jugement en ce que ce dernier a déposé une plainte contre cette dernière pour des faits de violence. Il l'accusait, ma cliente, de l'avoir violentée, alors que la réalité, c'est que c'est cette dernière qui subissait ces violences, tant psychologiques que physiques. Comment est-il parvenu, à travers une simple plainte, à une condamnation ? Eh bien, c'est directement lié à la défaillance de l'administration de la preuve par les autorités judiciaires et notamment par la Chambre des appels correctionnels qui a retenu par une simple photographie qui a été réalisée par ce dernier. Faisons simple. Il prend une photo de lui avec des lésions qui sont constatées au niveau de son visage et il dira, voyez, cette photo et les lésions que vous constatez ont été perpétrées par ma cliente. Et alors même qu'il n'y aura aucune vérification sur cette photo, d'une part, vérification donc de la date à minima de la photo au moment où elle a été prise, alors même qu'il ne communiquait aucun certificat médical, eh bien la Cour d'appel estimera que la matérialité de l'infraction est suffisamment caractérisée, son imputabilité suffisamment caractérisée, et ma cliente eh bien, sera condamnée. Alors aucun pourvoi en cassation ne sera réalisé parce que ça demande des moyens, un coût qu'elle ne pouvait pas avancer. Une fois condamnation posée, le seul moyen de recourir soit à une procédure en révision, soit éventuellement à avoir une condamnation, c'est de faire la démonstration que le document, en l'espèce cette photo qui constatait ces lésions, était un faux. Comment nous pouvons y parvenir? Ma cliente a été dans l'obligation de saisir 2 experts en médecine légale, 2 experts inscrits tous 2 auprès de cours d'appel, afin de déterminer par rapport à ses déclarations et par rapport à la photo si ses propos étaient crédibles. Tous 2, sans s'être concertés, les 2 experts et sans concertation, ont conclu de façon irréfragable que les lésions telles que constatées dans la photo étaient de l'automutilation et ne pouvaient pas être réalisées par des coups portés par une tierce personne. Fort de ces 2 expertises, on a pu saisir la juridiction à nouveau, suivant le fondement donc de l'escroquerie au jugement. Le fait de fournir un faux document mensongèrement pour contraindre les juges à rendre une décision en sa faveur caractérise l'escroquerie au jugement. C'est-à-dire que celui-ci a une telle assurance en lui qu'il en est arrivé à tromper ses juges pour envisager la condamnation de ma cliente. Alors à ce jour, il y a deux procédures qui sont en cours. Il y a une procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel de Mende pour non-représentation d'enfants, puisque ce dernier, aujourd'hui, eh bien, ne présente pas les enfants. Il met tout en œuvre pour rompre les liens entre la mère et ses enfants. Alors, en d'autres termes, l'intérêt supérieur de ses enfants n'a aucune espèce d'importance le concernant. Et puis, il y a une seconde procédure qui est pendante devant les juridictions, c'est la procédure relative à l'escroquerie au jugement, celle qui a conduit la condamnation par la Cour d'appel de Nîmes de ma cliente pour des faits de violence volontaire. Il y a cette procédure devant le tribunal correctionnel de Mende pour non-représentation d'enfants,
en espérant que cette condamnation à venir l'amène à une meilleure réflexion, puisqu'il n'est pas en capacité de lui-même de prioriser l'intérêt supérieur de ses enfants afin qu'ils maintiennent les liens avec leur mère. Ça, c'est ce que nous escomptons très fortement. Et alors à ce moment-là, le lien va à nouveau être tissé. On ne pourra pas revenir sur 3 ans de combat judiciaire. Entre 2017 et 2020, il y aura 19 décisions qui seront rendues tant par le juge des affaires familiales que par le juge pour enfants. Dans une incapacité pour madame d'arriver à exprimer cette souffrance et donner davantage de force dans la souffrance que ses propres enfants vivent à l'heure actuelle, tant cet homme a une capacité intellectuelle à endormir son entourage, y compris les juges qui ont été amenés à rendre ces décisions. Alors ça permet d'ailleurs, quand on étudie le dossier, de se rendre compte, à minima, s'il a réussi à tromper la religion des juges, c'est dire sa capacité de manipulation. À partir de là, imaginez sa compagne qui était sous emprise. Imaginez dans l'intimité ce que cet homme est en capacité de faire. C'est quoi l'emprise? Concrètement, l'emprise, c'est quoi? On peut le schématiser, je l'explique de façon récurrente à mes clients, on peut le schématiser en 4 étapes. Il y a la première étape, la belle histoire, ce coup de foudre, qui fait que, ce qui caractérise souvent d'ailleurs la première étape de l'emprise, c'est une mise en couple immédiate. Hein, c'est ce qu'on appelle véritablement l'amour charnel, l'amour passionnel. Vous êtes la plus belle, vous êtes la meilleure, etc. Faille narcissique gargarisée, le couple se met rapidement ensemble. Deuxième étape, c'est l'étape que l'on qualifie de tension. Cette tension, la victime ne la comprend pas. Elle ne comprend pas cette tension et elle va être dans la perspective de rechercher le lien de causalité qui conduit à cette tension. Vous savez, le cerveau, il est assez complexe, il a besoin de réponses. La tension doit se distinguer du conflit. Le conflit est interréactif. La tension, vous avez une victime qui subit et un auteur qui la place pour permettre une certaine ascendance sur sa victime. La troisième étape, c'est l'expulsion de cette tension qui se manifeste soit à travers une violence verbale, soit à travers le dénigrement, soit à travers des violences physiques. Le cerveau est en permanence encore dans l'incompréhension et la recherche de ce lien de causalité. Pour quelle raison j'ai été victime de cette tension? Pour quelle raison j'ai été victime de cette violence? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à ce stade-là? Nous arrivons à ce moment-là à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de réconciliation. L'auteur va expliquer à sa victime que s'il a agi de la sorte, c'est parce qu'elle-même s'était comportée de telle ou telle façon. Et le cerveau qui était en permanence dans la recherche du lien de causalité, il a sa réponse. Ah ben c'est sûr, si je n'avais pas été méchante, si je n'avais pas agi de telle façon, eh bien il n'y aurait pas eu cette tension. Donc il a sa réponse, et à partir de cette réponse, eh bien la victime va nourrir ce qu'on appelle un sentiment de culpabilité. Et quand vous êtes dans le cadre d'un sentiment de culpabilité, que faites-vous? Eh bien vous mettez tout en œuvre pour vous racheter. Et là, l'auteur a lui expliqué, tu vois, chérie, quand tu te comportes bien, eh bien tout va bien. Et donc on revient sur le cycle, et ce bien-être qu'elle a pu éprouver au moment de cette rencontre, eh bien elle retrouve cette sensation de bonheur recherché, tout va bien, et puis ensuite le cycle reprend. Et c'est ainsi que vous avez les victimes qui vous disent, à son pas, à sa voix ou à son regard, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Le cycle continue, et plus le cycle continue, plus la personne est sous emprise. Donc il faut un auteur particulièrement manipulateur et une victime avec certaines failles pour que ce phénomène d'emprise puisse préexister. Et lorsque cette victime sort de cette emprise, pour X facteurs, eh bien va se développer chez l'auteur de l'emprise qui a perdu cette emprise un sentiment haineux, un sentiment violent, et tout sera mis en œuvre pour briser celle qui n'est plus sous son emprise. Et évidemment, si vous voulez briser une mère, eh bien vous prenez ses enfants, vous la privez de ses enfants, et effectivement vous la brisez.
Quand elle est brisée, elle sombre évidemment dans une dépression. En sombrant dans la dépression, eh bien, il mettra en avant le fait que, eh bien, elle a des troubles mentaux. Ces troubles mentaux seront caractérisés bien, par le comportement agressif qu'elle peut témoigner parce qu'une mère se retrouve privée de ses enfants et donc elle va effectivement manifester une forme d'agressivité verbale en raison de ce manque. Il la privera et il la poussera. Donc, elle se présentera, à titre d'exemple, au domicile pour récupérer ses enfants dont elle avait la garde. Il ne sera pas là. Une demi-heure avant, il lui enverra un message par texto en lui indiquant « Tes enfants, tu ne les verras pas ». Il s'en va. Pendant une semaine, elle n'aura aucune nouvelle de ses enfants. Elle ne saura pas où ils se trouvent. Elle déposera plainte. Et malgré la décision qui sera rendue par le juge d'affaires familiales, malgré cette décision-là, eh bien, les gendarmes ne feront aucun déplacement, ne mettront pas en garde l'auteur de la non-représentation d'enfants. Pire, ils seront particulièrement conciliants. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se retrouve dans un petit village, parce que tout le monde se connaît, parce que c'est quelqu'un de bien, parce que le manipulateur sait séduire et généralement est très apprécié par son entourage, qu'il soit social, professionnel.